28 avril 1912. Choisy-le-Roi. Par la fenêtre de la chambre, Bono les entend. Il n'a pas besoin de les voir. Il sait qu'ils sont là. Couchés à l'abri des talus, planqués derrière les arbres qui bordent la route menant à Paris. Les gardes républicains, les gardes mobiles, les inspecteurs de la sûreté, les commissaires du 13e arrondissement, et même des bidasses de l'infanterie coloniale. Il en a rameuté du monde, le préfet Lépine. Probablement tous ceux qu'il a pu trouver avant de sauter dans son auto pour venir ici. C'est une armée qu'il a levée pour coincer un homme seul, retranché au premier étage d'un garage avec un pistolet. Le fumier, pense Bono. C'est bien ça, leur république. Midi sonne au clocher de l'église. Cela fait 5 heures que l'anarchiste Jules Bono est assiégé dans le garage d'un certain Jean Dubois, chez lequel il se cache depuis plusieurs jours. Le chef de la sûreté, Xavier Guichard, a fait tirer des dizaines de salves sur la façade. Les balles ont arraché des morceaux de plâtre et des esquilles de bois. Sans résultat. Vers le milieu de la matinée, Lépine et Guichard ont changé de stratégie. Un lieutenant de la garde républicaine leur a proposé de déloger Bono à la dynamite. Cela leur a paru une bonne idée. Il fait doux pour une fin avril. Bono est assis par terre, le dos collé contre le mur du fond de la chambre. Par la fenêtre défoncée, il les écoute gueuler et se donner des ordres. Ils ont poussé une charrette de foin contre le mur du garage. Ils vont tout faire sauter. Bono songe que tout ce cirque sera bientôt fini. La mort fait partie de la règle du jeu, se dit-il. Il lui reste 8 cartouches. Ils ne le prendront pas vivant. À 4 pattes, il récupère le matelas du lit. Il l'allonge sur le sol et se glisse dessous. Une armure de tissu et de coton. Une armure dérisoire quand se produit l'explosion. « 28 novembre 1911. Le Châtelet-en-Brie. Il est 8 heures du matin dans la forêt de Sénart. Le garde forestier remonte une allée de traverse. Pensant surprendre des braconniers, il se met à courir jusqu'à l'allée principale. À une 50aine de mètres, il aperçoit une voiture garée sur le bas-côté. Un homme est en train d'en déshabiller un autre qui gît sur le sol. Le garde s'approche, l'homme se redresse. D'un bond, l'homme saute dans la voiture et démarre en zigzagant sur la terre molle de la route. Le garde se précipite. L'individu, allongé sur le sol, est encore conscient. Il murmure quelques mots en italien et meurt. Jules Bono roule pied au plancher jusqu'à Moissy-Cramayel, une petite localité près de Sénart, en Seine-et-Marne. Il abandonne la voiture qu'il a volée quelques jours plus tôt à Vienne, dans l'Isère. Au départ, Bono n'avait pas l'intention de tuer Joseph Platano, un Italien avec lequel il a fait un braquage en remontant depuis la vallée du Rhône. C'est juste que, pendant le trajet, Platano a commis une erreur. Il a avoué à Bono qu'il avait 27 000 francs pour monter un commerce. Bono n'avait aucune envie de devenir boutiquier. En revanche,
il avait besoin de fric. Jules Bonneau a 35 ans et un casier judiciaire bien rempli. Il est fiché pour voies de fait, agression physique et recel de véhicules volés. La dernière affaire dans laquelle il a été impliqué est un cambriolage chez un notaire de Pont-Évêque en Isère, dont le butin est estimé à 25 000 francs. Malgré les efforts déployés, les flics ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. La fiche de Bonneau précise qu'il est anarchiste et qu'il assiste parfois à des causeries populaires organisées dans les locaux du journal L'Anarchie. Dans l'esprit de Jules Bonneau, le terme d'anarchiste ne veut rien dire. S'il devait se définir, il serait un illégaliste. Un de ces hommes convaincus que la société ne veut pas d'eux et que le crime est une méthode de survie légitime. Bonneau n'a pas de conscience politique. La seule chose qu'il connaît, c'est la misère. Celle dans laquelle il est né le 14 octobre 1876 à Pont-de-Roide, dans le Doubs. Celle dans laquelle il a grandi à la manière des Apaches, ces jeunes SDF vivant de vols, de rapines et de petits boulots dans les quartiers pauvres des grandes villes. Pour ces garçons de la campagne, venus peupler les bidonvilles autour de Paris, la belle époque n'est qu'une cour des miracles assez moche. C'est sur cette misère que pousse la délinquance. Les agents de la sûreté et ceux de la préfecture de police le savent. Malgré des moyens limités, ils tentent d'assurer un semblant d'ordre dans cette capitale qui compte 2 700 000 habitants. Pour la presse et pour une partie de l'opinion, Paris est devenu un Far West urbain. La question de la sécurité est au centre du débat politique, et avec elle, la modernisation de la police, lancée depuis 1907 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau. Il s'agit de donner aux policiers de nouveaux moyens, des automobiles, des armes automatiques et des postes de téléphone. Il s'agit aussi d'asseoir leurs enquêtes sur des procédures scientifiques. Le criminologue Alphonse Bertillon, engagé par la préfecture de police, travaille depuis des années à la mise au point de techniques d'identification anthropométrique. Sa principale innovation est le relevé d'empreintes digitales. En revanche, sa théorie sur les critères physiques permettant de distinguer un délinquant en observant les traits de son visage est tout à fait erronée. Que Bertillon raconte des fadaises ne change rien à l'affaire. Pour la presse, Jules Bonneau, avec son air buté, son regard dur et sa petite taille, 1,59 m, est la caricature du bandit. Quand il lit ce qu'on dit de lui dans les journaux, Bonneau sait qu'il est en sursis dans ce monde. À longueur d'articles, on lui répète que s'il est pauvre, c'est de sa faute. Et que s'il est violent, c'est parce qu'il est né avec une âme d'assassin. La seule chose à faire, pense-t-il, c'est de prendre l'argent où il se trouve. Et tant pis pour le reste. « 21 décembre 1911. Paris, 18e arrondissement. Un peu avant 9h, le démarcheur de la Société Générale remonte la rue Ordener en direction de la station de tramway, située à une centaine de mètres de la banque. Ponctuel comme à son habitude, le garçon de caisse, Ernest Caby, descend du wagon. Il porte dans sa sacoche les fonds nécessaires aux opérations de la journée, ainsi que plusieurs liasses de titres au porteur. Dans un portefeuille, glissé dans la poche de sa veste, se trouvent 20 000 francs en billets. Ernest Caby serre la main du démarcheur et les deux hommes se hâtent de rejoindre la banque car ce matin, il pleut. Bonneau a garé la voiture le long du trottoir de la rue Ordener, entre la banque, située au 146, et la station de tramway. À côté de lui, dans la berline, il y a 4 types. Le noyau dur de sa bande. Raymond Calmin, dit Raymond la Science, Édouard Carouy, dit le Rouquin. 2 Belges, dans lesquels il a toute confiance.
Les deux autres sont Octave Garnier, un ancien apprenti boulanger, et René Vallet, un mécanicien. Les gars se connaissent depuis des années. Ils se sont rencontrés à Bruxelles. Ils fréquentaient les mêmes réseaux syndicalistes. Ce braquage, Garnier ne le sent pas. En plein jour, avec tout ce monde dans la rue, ça pue la poisse. La bande avait un autre coup en vue, une affaire tranquille, mais ils ont été obligés d'annuler au dernier moment. Alors quand Vallet a proposé de braquer la Société Générale, Bonneau a sauté sur l'occasion. Au moment où Ernest Caby passe devant l'épicerie située au 152 rue Ordener, un homme, vêtu d'un manteau 3/4, l'empoigne par le corps. L'agresseur sort un pistolet de sa poche et tire à 3 reprises. Le garçon de caisse tombe à terre, près d'une grille entourant un arbre. D'une main, il serre la sacoche contre sa poitrine. De l'autre, il s'accroche à la grille. Le braqueur tente de lui faire lâcher prise. Caby résiste. Un second malfrat se précipite. Lui aussi tient un pistolet à la main. Il vise dans la direction du démarcheur, mais ce dernier s'engouffre dans la banque pour chercher de l'aide. Le premier bandit tire un couteau de sa poche. Il tranche la sangle de la sacoche. À une vingtaine de mètres, des employés sortent de la banque en courant. Le second bandit tire dans leur direction. Sans toucher personne. Le braquage est en train de merder. Garnier, qui tient la sacoche, court vers la voiture, calme sur ses talons. Ils sautent tous les deux sur le marchepied. Bonneau écrase la pédale d'accélérateur. La berline décolle du trottoir. Derrière lui, il entend les gens crier « Au voleur! Au voleur! À l'assassin !» Toujours sur le marchepied, Garnier tire 2 fois en direction de la foule. Bonneau vire au coin de la rue de Cloix, qui fait une épingle à cheveux. Il redresse d'un coup de volant. Un mécanicien d'autobus tente de placer son véhicule en travers de la rue pour barrer le passage. Assis à l'avant, Carouille passe le bras par la portière. Il met le mécanicien en joue. Le gars s'immobilise. Il lève les mains en l'air. Bonneau accélère. Un peu plus loin, d'autres passants alertés par les cris tentent de s'interposer. Bonneau accélère encore. Les badauds se jettent sur le côté. La voiture disparaît dans la circulation parisienne. Le garçon de caisse, Ernest Caby, est admis à l'hôpital Bichat, blessé à la poitrine et au cou. Malgré la gravité de son état, les médecins lui sauvent la vie. Dans le bureau du directeur de la banque, le chef de la sûreté, Xavier Guichard, fait le point sur ce braquage spectaculaire en pleine rue. La sacoche contenait 5 500 francs en billets et 220 000 francs en bons au porteur. Des titres quasiment impossibles à négocier. Les bandits n'ont pas découvert le portefeuille que Caby cachait dans sa veste et qui contenait 20 000 francs en liquide. Les interrogatoires menés par les agents de la sûreté auprès des voisins et des témoins fournissent des informations confuses. Les bandits étaient 2. Non, ils étaient 4. Non, 5. La voiture était neuve. Non, elle était sale et la peinture était éraflée. Le volant était à droite. Non, il était à gauche. La seule chose que les enquêteurs parviennent à établir est que le véhicule a été volé dans la nuit du 13 au 14 décembre à Boulogne-sur-Seine. Les voleurs ont escaladé le mur de la résidence d'un rentier. Ils ont dégondé la porte du garage, poussé la voiture dans la rue, avant de la démarrer au carrefour suivant pour ne pas attirer l'attention. Le braquage accompli, Bonneau et ses complices roulent plusieurs heures d'affilée. Ils ne s'arrêtent qu'une fois pour consulter une carte et remplir le réservoir d'essence avec des bidons stockés dans le coffre. En fin de journée, ils arrivent à Dieppe.
180 km presque sans décrocher un mot. Alors que le soir commence à tomber, Bono engage la voiture dans un chemin le long des falaises. Les roues s'enlisent dans la boue. La bande est obligée d'abandonner le véhicule et de continuer à pied. Ils emportent avec eux la plaque d'immatriculation qu'ils balancent par-dessus la grille du casino, pensant s'en débarrasser. Alertés par un riverain, les enquêteurs de la sûreté et Alphonse Bertillon n'ont aucun mal à établir que la voiture embourbée est celle qui a servi au braquage de la rue Ordener. La Société Générale annonce qu'elle offre une récompense de 10 000 francs pour aider à l'arrestation des voleurs. 10 000 francs, c'est une somme. Soudain, plusieurs habitants de Bobigny se souviennent qu'une voiture en tout point semblable à celle retrouvée à Dieppe est restée du 13 au 19 décembre dans un garage appartenant au mécanicien Georges Detwiller, un ancien militant anarchiste. Les voisins ajoutent que Detwiller est ami avec un rouquin qu'il a hébergé quelque temps avant le braquage. Quand il ouvre les journaux, le 30 décembre, Bono découvre 2 choses. Le juge Gilbert, chargé de l'instruction, a placé Detwiller sous mandat de dépôt à la prison de la Santé. Édouard Carouy a été formellement identifié par des témoins, à la fois rue Ordener et à Bobigny. Garnier avait raison. Ce braquage puait la poisse. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 3 janvier 1912. Thiais. À 6h du matin, la place de l'église est vide. Il est encore tôt dans ce petit village proche de Choisy-le-Roi. Louis Harfeux, employé d'une fabrique de bibelots, accélère le pas. Il ne veut pas être en retard. Pourtant, quand il passe devant la maison d'Hippolyte Moreau, un rentier de 91 ans, Harfeux s'arrête. D'ordinaire, sa mère, Louise, domestique de M. Moreau, est levée à cette heure-là. L'ouvrier frappe à la porte. Pas de réponse. Inquiet, il prévient le garde champêtre ainsi qu'un voisin serrurier. Les 3 hommes pénètrent dans la maison qui est silencieuse. À pas de loup, ils montent à l'étage où se trouvent les chambres. Poussant une porte, Harfeux découvre le corps sans vie d'Hippolyte Moreau. Le vieil homme a le crâne défoncé par un coup de marteau et la poitrine percée de coups de poignard. Dans la chambre voisine, Louise Harfeux, 72 ans, est morte, tuée d'un coup dans la tempe. Elle a le nez brisé et ses poignets et chevilles sont attachés avec une corde. « 6 janvier 1912, rue du Temple. Avec le fric du braquage, Calmin, Garnier et Bono se paient un repas chaud dans une brasserie. Bono n'a rien avalé depuis 3 jours. Les 2 vieux à Thiais. « C'est pas nous », dit Calmin. « Parole d'honneur. » Jules Bono hausse les épaules. Les 3 bandits jettent un regard aux tables voisines. Le boui-boui est bondé. Personne ne fait attention à eux. Ils doivent trouver un nouveau coup. Et vite, ils sont à sec. 7 janvier 1912, Paris, siège de la Sûreté. Les constatations d'Alphonse Bertillon ont permis d'établir que les assassins de Thiais ont escaladé le mur entourant la propriété d'Hippolyte Moreau. Ils sont entrés par la porte arrière de la maison qui n'était pas verrouillée. Les voleurs se sont acharnés sur leur victime, puis ont défoncé un secrétaire dans lequel se trouvaient 20 000 francs en valeur et en pièces d'or de 100 et 50 francs, dont le rentier faisait collection. Selon des témoins, 2 individus ont été aperçus dans le village, 3 jours avant le cambriolage.
Bono s'est mis au vert dans le sud de la France. Il a besoin de souffler, le temps de préparer un nouveau braquage. De toute façon, l'air parisien est devenu malsain. Il en a marre de crécher dans des meublés pourris de la porte de Clignancourt. Le seul endroit où il est en sécurité, c'est quand il patauge dans la misère. Dans les bidonvilles installés aux portes de Paris, là où les flics n'osent pas s'aventurer tout seuls. Après 3 semaines à écumer les Cévennes, Jules Bono a trouvé ce qu'il cherchait. Il va voler la caisse de la mine de la Vernarède, au nord d'Alès. En fin de mois, il y a 60 000 francs dans le coffre où est rangée la paie des mineurs. Il remonte à Paris. « 14 janvier 1912. Garches. Marius Medj, le commissaire Louis-François Join, directeur adjoint de la Sûreté, a fait le déplacement dans cette bourgade de l'ouest de Paris. Veuillez nous suivre. 2 policiers empoignent Marius Medj par les bras et le poussent dans un fourgon séculaire. « Je n'ai rien fait, je suis honnête. Je travaille comme cuisinier. » Marius Medj, dit le pâtissier, dit la cuistance, est soupçonné d'avoir hébergé Octave Garnier et Édouard Carouy, 2 des braqueurs de la rue Ordener. Join et le juge Gilbert, en charge de l'instruction, savent que le jeune cuistot n'a pas pris part au braquage de la Société Générale. Seulement, depuis le mois de décembre, l'enquête patine. Le public s'impatiente et la presse se demande ce que fait la police. Join et Gilbert espèrent qu'en mettant la pression sur Medj, celui-ci les conduira à Carouy. Les 2 lascars se connaissent bien. Ils sont recherchés en Belgique pour le cambriolage d'une villa en janvier 1911. Mais le cuisinier Medj refuse de se mettre à table. « 27 février 1912, 1h30 du matin. Bono a repéré la bagnole dans un garage de l'avenue de la République à Saint-Mandé. Un coupé gris Delaunay-Belleville. Une caisse puissante et solide. Fracturer la porte est un jeu d'enfant. Calmin et Garnier poussent la berline à la main. Bono tient le volant. Au bout de la rue, il enclenche une vitesse. Le moteur démarre. Comme à son habitude, Bono roule à tombeau ouvert, bien qu'il fasse nuit et que la route qu'il a prise à la sortie sud de Paris ne soit pas éclairée. À l'approche de Montereau, Bono perd le contrôle du coupé. La voiture zigzague. La roue avant mord le bas-côté. Bono redresse et parvient à stabiliser la trajectoire. Mais il est obligé de s'arrêter. L'essieu est faussé. Au lever du jour, les 3 bandits se présentent chez un garagiste. Le gars est méfiant. Il les regarde de travers. À force d'insister, il persuade le garagiste de réparer le coupé. « Ce n'est que du provisoire », prévient-il. « Faudrait faire consolider ça. » Bono remonte derrière le volant. Retour à Paris. La caisse ne tiendra pas jusqu'à Alès. « 27 février 1912. Paris, 20h. L'agent François Garnier, de la brigade parisienne des voitures, est en faction place du Havre, devant la gare Saint-Lazare. Un coupé gris descend à toute vitesse la rue d'Amsterdam, manquant de renverser plusieurs passants qui se jettent sur le trottoir. Le coupé est obligé de piler en catastrophe pour éviter d'emboutir un autobus au milieu du carrefour. Le chauffeur de la voiture folle et le conducteur de bus se mettent à s'insulter copieusement. Attiré par les cris, l'agent Garnier s'approche du coupé et ordonne au chauffeur de se garer afin de procéder à une vérification d'identité. Les mains crispées sur le volant, Bono dévisage l'agent de police. Un regard a suffi. Il en est certain. Ce sale flic l'a reconnu. Bono enclenche la marche avant et appuie sur l'accélérateur. Avant que Bono ait le temps de replacer la voiture dans la circulation, l'agent saute sur le marchepied et l'empoigne par l'épaule pour l'obliger à s'arrêter. Calmin, assis sur le siège passager,
sort son Browning et tire 3 fois sur le flic. L'agent tombe à la renverse et roule au milieu de la chaussée. 2 policiers qui patrouillent au bout de la rue Saint-Lazare entendent les coups de feu. Ils arrêtent un véhicule conduit par un jeune ingénieur et sautent dans la voiture, ordonnant au conducteur de prendre le coupé gris en chasse. L'ingénieur aperçoit le coupé qui tourne dans le boulevard Haussmann. Le jeune conducteur tente de rester au contact des fuyards, mais devant le printemps, une passante s'engage sur la chaussée. Il ne peut l'éviter. Bono vire dans la rue Tronchet, direction La Madeleine. Dans son rétroviseur, il aperçoit un militaire monté sur un vélo qui pédale comme un forcené pour le rattraper. Bono vire dans la rue Royale et déboule sur la place de la Concorde. D'un coup de volant, il tourne sur les Champs-Élysées. L'avenue est large et toute droite. Il écrase l'accélérateur. Dans son rétroviseur, le soldat à vélo disparaît. « 28 février 1912. Depuis plusieurs jours, le commissaire Join et ses hommes ont pris en filature un certain Eugène Dieudonné, militant anarchiste et relation connue de Marius Medj et d'Octave Garnier. Les policiers ont découvert que Dieudonné vit dans un meublé au 47 rue Nollet, dans le quartier des Batignolles. Et vers 14h, Dieudonné descend de son garni sans se méfier. Dès qu'il franchit la porte de l'immeuble, 2 inspecteurs l'empoignent et lui bloquent les bras dans le dos. Un 3e fouille ses poches et récupère 2 Browning chargés de 8 balles chacun. « Emmenez-le !» ordonne Join. La perquisition chez Dieudonné permet de saisir plusieurs pistolets provenant du cambriolage d'un magasin d'armes rue Lafayette. C'est de ce magasin que provenaient les pistolets employés rue Ordener. Les policiers mettent aussi la main sur une lettre datée de la Vernarède, localité où Bono et ses complices envisageaient d'attaquer la mine pour s'emparer de la paye des ouvriers. « 29 février 1912, Pontoise, 3 heures du matin. À l'arrache, ils sont obligés de monter un autre coup, chez un notaire. À l'aide de cordes, Bono, Calmin et Garnier ont réussi à traîner le coffre-fort jusqu'au milieu de l'étude. Mais cette saleté d'engin est tellement lourd qu'ils n'arrivent plus à le faire avancer. « Chut, fermez-la !» ordonne Bono. Calmin et Garnier se figent sur place. « Bon Dieu, on a réveillé le bourgeois !» murmure Garnier. De l'autre côté de la cloison, ils entendent le notaire qui se met à hurler comme un damné. Le gars ouvre la fenêtre. Le notaire tire des coups de feu à l'extérieur pour donner l'alerte. « Allez, on dégarde ici !» grogne Bono. « On laisse le coffre et le fric, tant pis. » Les 3 bandits surgissent hors de l'étude et sautent dans le coupé garé le long du trottoir. Bono roule jusqu'à Saint-Ouen. Il gare la voiture près du cimetière. Il saisit un bidon d'essence et asperge le véhicule. Dans la lueur des flammes, les 3 malfrats s'enfuient à pied. Les enquêtes pour mettre la main sur Bono et sa bande sont au point mort. Le préfet Louis Lépine tente alors un coup de communication. En concertation avec Xavier Guichard, le nouveau chef de la sûreté, Lépine fait fuiter dans la presse que les tueurs de Thiers sont Marius Medj et Édouard Carouy. Medj est enfermé à la santé et une prime de 125 000 francs est offerte pour retrouver Carouy, également impliqué dans le braquage de la Société Générale. Ensuite, le 15 mars, Lépine se présente devant le conseil municipal de Paris afin de répondre aux critiques de l'opposition politique. Nous disposons de 7000 agents de police, soit environ 300 agents par arrondissement dans une ville qui compte 4 millions d'habitants avec sa banlieue, explique Lépine. Nous avons besoin de 1800 agents et de 200 inspecteurs supplémentaires. Le conseil municipal vote les crédits pour les nouveaux effectifs. Mars 1912, quartier de Clignancourt. La misère,
Ça commence par l'odeur. Cette odeur qui colle à vos habits, à vos cheveux et qui s'incruste dans votre peau. Vous avez beau vous frotter au savon, elle ne part jamais tout à fait. Elle reste accrochée comme la malchance s'accroche à vos basques et vous poursuit toute votre vie. Assis sur le lit de la chambre qu'il partage avec Garnier au dernier étage d'un immeuble lépreux, Jules Bonneau écoute les bruits de la rue. Les enfants qui se disputent et jouent à saute-ruisseau au milieu des rats, des ordures et des déjections qu'on balance avec un seau. Bonneau et Garnier ont récupéré 500 francs sur les titres volés de la Société Générale. Bonneau a chargé un certain David Belloni d'écouler les petits bouts de papier, mais personne n'en veut. 220 000 francs de titres et ils en tirent 500 francs. Chaîne de vie, va. Dépité, Garnier s'assoit devant la table bancale de la chambre. Armé d'une feuille et d'un crayon, il se met à écrire. « 21 mars 1912, Paris. 2 jours plus tard, Xavier Guichard reçoit la lettre de Garnier. Le bandit y parle de l'attaque de la rue Ordener. Dieudonné est innocent du crime pour lequel il a été arrêté et enfermé. Moi seul suis coupable du crime que j'ai commis. Je sais que cela aura une fin dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont la société dispose et moi. Je sais que je serai vaincu. Mais j'espère bien faire payer cher votre victoire. » Garnier a ajouté ses empreintes digitales au bas de la lettre. Jules Bonneau rédige lui aussi un courrier qu'il adresse au journal Le Petit Parisien. Au fond de lui, il sait que sa fin est proche. A-t-il peur de mourir ? Même pas. Il y a quelque chose d'inévitable dans l'existence qu'il mène. Message au juge Gilbert et au commissaire Guichard. Quel plaisir j'éprouverai quand je pourrai vous rencontrer en brûlant les dernières cartouches. J'avoue que je serai vaincu. Mais vous êtes de rudes maladroits. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Les 500 francs que Jules Bonneau et Octave Garnier ont récupérés de la vente des titres de la Société Générale ont fait long feu. Ils sont de nouveau à sec. Ils sont de nouveau à cran. Ils sont obligés de se planquer. Le préfet Lépine a fait tirer 2500 avis de recherche. Leurs tronches sont affichées dans tous les commissariats de la région parisienne. « 25 mars 1912, Montgeron, 8h20. Le chauffeur et le mécanicien ont récupéré la voiture neuve à Puteaux. Ils doivent la convoyer jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d'Azur, et la remettre à son propriétaire, un colonel en retraite. Le temps est frais ce matin-là, dans la forêt de Sénart. Le chauffeur conduit sans se presser. Il y a quand même 940 km pour arriver à destination. Et qui veut voyager loin ménage sa monture, comme on dit. Quelques kilomètres après la sortie de Montgeron, le chauffeur dépasse une charrette tirée par un cheval à côté duquel marche un paysan. Le chauffeur se rabat sur le côté droit de la chaussée, mais quelques centaines de mètres plus loin, il doit s'arrêter car un gros tas de cailloux barre la route près d'une cabane de cantonnier. Un homme agite un mouchoir blanc pour signaler le danger. Avant que le chauffeur comprenne ce qui arrive, Bonneau et Garnier surgissent du fossé dans lequel ils se planquaient. Sans un mot, Garnier ouvre le feu sur le chauffeur et le tue d'une balle au menton et d'une autre à la poitrine. Puis il tire sur le mécanicien qui tombe à terre et ne bouge plus. Deux complices sortent de la cabane
et monte dans la voiture. Comme à son habitude, Bono s'empare du volant et opère un demi-tour en dérapage. Le paysan à la charrette se précipite vers les 2 victimes gisant sur la route. Le chauffeur a été tué sur le coup. Le mécanicien, qui faisait semblant d'être mort, n'est que blessé à la main. Montant dans sa charrette, le paysan roule vers Montgeron, où il arrive un quart d'heure plus tard. Entrant dans la mairie, il raconte l'attaque dont il vient d'être le témoin. Le maire téléphone aussitôt au commissariat et un avis de recherche est lancé. Il est 9h du matin. Mais Bono et sa bande sont déjà loin. Chantilly, 10h30. Le directeur de l'agence de la Société Générale, M. Masson, sort de la banque et remonte la rue de Creil, localité où il doit se rendre pour un rendez-vous professionnel. La place de l'Hospice Condé, située dans le centre de Chantilly, est calme en milieu de matinée. M. Masson aperçoit une voiture avec plusieurs individus qui se garent, presque devant l'entrée de la banque. Bien que cela lui paraisse suspect, il continue de marcher vers son rendez-vous. Après le braquage manqué chez le notaire de Pontoise et le foirage complet de la rue du Havre, Bono et sa bande n'ont plus le choix. Cette fois, ils doivent réussir leur coup. Bono, Garnier, Carouy et Calmin sautent de la voiture et pénètrent dans l'agence bancaire. André Soudy, un jeune anarchiste qu'ils ont recruté pour le coup, se plante devant la porte, une carabine Winchester à l'épaule, histoire de dissuader les curieux. Les 4 braqueurs se placent devant les guichets et se mettent à tirer sur les 3 caissiers présents. Le premier caissier, Joseph Trinquet, est abattu de plusieurs balles. Le second caissier, Raymond Legendre, est atteint à la tête et à une jambe. Il parvient à se relever, mais est tué avant d'avoir pu accéder à la pièce réservée au personnel. Le troisième caissier, Roger Gilbert, touche à l'épaule, tombe à terre et ne bouge plus. Bono et Garnier enjambent les comptoirs. Le coffre-fort est ouvert. À pleine main, ils prennent 35 000 francs en billets, 10 000 francs en or et 4 000 francs en numéraire. Alerté par les coups de feu, Monsieur Masson est revenu sur ses pas, tandis que les gens commencent à se rassembler sur la place centrale. André Soudy, l'homme à la Winchester, se met à hurler. « Dégagez! Barrez-vous tous! Malheur à celui qui approche !» Bono sait que dans 2 minutes, cela va être le Far West dans le centre de Chantilly. Il faut qu'il se tire en vitesse. Bono empoigne le volant et effectue un démarrage à fond de train. Il vire dans la rue de Creil, mais ça grouille déjà de monde. Un commerçant tente de placer une charrette en travers de la route. Soudy recharge sa carabine et tire dessus. Le commerçant se jette par terre. Bono tient le volant, les doigts crispés, le regard tendu vers le bout de la rue. Un employé de ferme tente lui aussi de lui barrer le chemin avec une autre charrette. Soudy tire encore. Le mec se prend une balle dans la cheville et une autre dans la cuisse. Il est hors jeu. Ils y sont presque. Bono fait une embardée et évite une voiture de livraison. Le cheval qui la tire se cabre affolé par les coups de feu. Bono appuie sur l'accélérateur. Il atteint la route reliant Chantilly à Paris. Une voie goudronnée, toute droite. Une vraie piste de vitesse. Cette fois, ils sont tirés d'affaire. Ce nouveau braquage provoque une tornade à la préfecture de police et une tempête à l'Assemblée nationale. Sans le vouloir, la bande à Bono a ranimé la rivalité entre le préfet Lépine et Célestin Aignon, le directeur de la Sûreté Générale, nommé en 1907 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau. Aignon est l'homme qui a créé les fameuses Brigades du Tigre, le surnom de Clemenceau. C'est lui qui a entrepris la modernisation de la police et a compris la nécessité de lui donner des moyens modernes. Contraint de venir s'expliquer devant les députés, le ministre de l'Intérieur, Théodore Steg, en poste depuis 1 mois et demi, propose une refonte radicale de l'institution policière.
D'abord, une augmentation des effectifs. Ensuite, une dotation supplémentaire en voiture et en téléphone. Sur les 92 brigades de la région parisienne, seules 9 disposent d'un téléphone. La création d'antennes de police dans les mairies d'arrondissement est actée, avec un raccordement au réseau général. Les particuliers peuvent désormais téléphoner directement à la police. Enfin, Steg obtient une nationalisation des polices municipales qui seront chapeautées par la Sûreté Générale. Une enveloppe de 540 000 francs est votée pour le fonctionnement de cette dernière et une enveloppe de 250 000 francs pour la Sûreté parisienne. Le fric ramassé à Chantilly permet à Bonneau et aux membres de sa bande de souffler un peu. Ils ont de quoi se planquer pendant quelque temps et de quoi subvenir à leurs besoins. Cela ne suffit pas à ramener l'optimisme au sein de la bande. Jeudi 28 mars 1912, région parisienne. Ils ne nous laisseront pas nous en sortir vivants. Pas vrai ? Jules Bonneau referme Excelsior imprimé le matin même. Sa photo et celle de Garouy et Garnier occupent la première page du journal. Sur le montage photo, le Canard a ajouté une chaîne qui court sur la gorge des 3 bandits placés l'un à côté de l'autre, comme si on les étranglait. Garnier regarde Bonneau et secoue la tête. À côté de la manchette, le titre précise qu'une nouvelle prime de 100 000 francs est offerte pour l'arrestation des bandits. Non, tu as raison, Jules. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les 2 hommes restent silencieux pendant un moment. Sans qu'ils aient besoin de rien ajouter, ils se doutent que ce braquage était leur dernier coup. Le fric a une nouvelle fois délié les langues et les flics de la sûreté se sont trouvés avec plus d'indices qu'il en avait besoin. Mobilisant tout le personnel disponible, le préfet Lépine et le directeur de la police judiciaire Xavier Guichard obtiennent des renseignements précieux. Ils commencent par coffrer René Vallet, un serrurier proche de la bande, puis David Belloni, celui qui a tenté d'écouler les titres de la Société Générale. Les flics parviennent à la théorie que les bandits se sont servis des locaux du journal L'Anarchie pour organiser des réunions secrètes. Ils ont aussi bénéficié de la complicité de membres du journal, Rirette Maître Jean et Victor Kilbatchich, le directeur de la publication. Mais ceux-là ne sont que des complices. La première grosse prise intervient quelques jours plus tard. « 30 mars 1912, Berck-sur-Mer. André Soudy, l'homme à la carabine, souffre de la tuberculose depuis qu'il est enfant. Il a eu 20 ans en février, et pourtant, il respire comme un vieillard. Soudy s'est réfugié chez une connaissance, Barthélemy Baraille, un ancien cheminot renvoyé de la Compagnie des chemins de fer du Nord pour anarchisme. Baraille possède une petite bicoque près de la plage à Berck. Soudy se dit que le grand air lui ferait du bien, même s'il sait que sa maladie est incurable. Soudy sort de chez Baraille vers 10h ce matin-là. Il marche jusqu'au centre du village en se retournant à chaque coin de rue. Il devine qu'il y a un truc pas net. Il se sent suivi. Il passe d'abord acheter les journaux dans un kiosque, puis il se rend à la bibliothèque et emprunte un livre. Quand il ressort, il prend la direction de la gare où il achète un ticket pour Amiens, afin d'aller retrouver un ami anarchiste. Quand Soudy franchit la porte de la gare, le commissaire Join et ses inspecteurs l'encerclent et le plaquent contre le mur. Soudy plonge la main dans sa poche. Un inspecteur lui frappe le bras. Soudy laisse tomber un browning contenant 9 cartouches. Le bandit plonge la main dans une autre poche et en ressort un petit flacon de cyanure qu'il tente d'avaler. L'un des policiers lui plaque le poignet au sol. Le flacon se brise. Quand Soudy arrive à la gare du Nord encadré par Join et le commissaire Escande, une foule s'est rassemblée. À mort! À mort!
mort !» La foule s'avance vers le braqueur. Il voit que les gens ont envie de le lyncher. Lui qui ne pèse plus qu'une 50aine de kilos. Poussé par les policiers, il traverse le hall de la gare au pas de course et s'engouffre dans une voiture qui le conduit au quai des Orfèvres. « 3 avril 1912, Palaiseau. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est la sœur d'Édouard Carouy qui révèle au commissaire Join que son frère est amoureux fou d'une femme qu'il rencontrait en décembre au casino du Rincy. Ne pouvant rester loin d'elle trop longtemps, Carouy la retrouve dans son appartement à Juvisy. Vers 14h, des policiers de Palaiseau préviennent la sûreté que Carouy a été aperçu à la gare de Lozère, distante de 2 km, où il a acheté un billet avant de repartir. Join et ses hommes se rendent sur place et se mettent en planque autour de la gare. Carouy doit vouloir prendre le train qui fait la liaison entre Palaiseau et Juvisy, c'est certain. Les policiers attendent toute l'après-midi. Ils sont prêts de lever le camp quand Carouy entre dans la gare vers 18h15. Avant qu'il ait le temps de faire un geste, 2 inspecteurs le maîtrisent. « 3 avril 1912, Paris, 19h30. Carouy savait qu'un jour, il se trouverait ligoté sur une chaise devant le chef de la PJ parisienne, Xavier Guichard. Le flic lui fait l'effet d'être un type assez ordinaire. « Si vos sbires ne m'avaient pas pris par surprise, ils m'auraient jamais eu », lance-t-il à Guichard. « Pourquoi portiez-vous un pistolet ?» demande le commissaire. « Il faut toujours en avoir un sur soi. Si on est arrêté, on veut être à la hauteur de sa réputation. » Carouy se penche en avant. « Vous pourriez me desserrer un peu les liens ? J'ai du mal à respirer. » À peine les liens desserrés, Carouy attrape un petit paquet caché sous sa ceinture et se l'enfourre dans la bouche. « Je vais crever, dit-il. Je suis content. Vous ne mourrez pas vivant. » Appelé en urgence, le légiste de la sûreté examine Carouy dans le bureau de Guichard. Après quelques minutes, le médecin rend son diagnostic. « Je ne sais pas ce qu'il a avalé, mais ce n'est pas du cyanure de potassium. Sans doute une poudre quelconque. En tout cas, vous pouvez l'interroger. » Guichard fait rasseoir Carouy sur sa chaise. Puis le commissaire se penche vers le bandit. « Je ne vais pas vous demander où se trouvent Bonneau et Garnier. On est en train de ratisser tout le 18e arrondissement. On ne va pas tarder à les coincer. » Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 3 avril 1912, Paris. Raymond Lascience se cache chez un camarade anarchiste rue de la Tour d'Auvergne, dans le 9e. Depuis le braquage de Chantilly, l'anarchiste passe le plus clair de son temps dans cette piaule qui sent la poussière. La fenêtre est tellement petite que le soleil arrive à peine à passer. Raymond Calmin ne sort presque pas, juste pour faire des courses. Et puis, il se carapate dans son gourbi au 6e étage. Il a 22 ans, Calmin, et sa vie est déjà derrière lui. En fumant des cigarettes, assis sur son lit, il repense à sa jeunesse à Bruxelles. Il a grandi dans la rue, chassé par son père alcoolique et cordonnier. C'est en Belgique qu'il a rencontré Carouy et un type du nom de Kilbatchich, qui est devenu directeur du journal L'Anarchie. Mais tout ça, ça lui fait une belle jambe maintenant. C'est un indique qui a prévenu le commissaire Join de l'endroit où se planquait Calmin.
Pendant plusieurs jours, des inspecteurs de la sûreté, déguisés en charbonniers ou en épiciers, ont surveillé les allées et venues à l'adresse indiquée. Quand ils ont la certitude que c'est Calmin qui se cache dans la chambrette, ils montent une souricière et l'attendent cachée dans la loge du concierge. Rester trop longtemps au même endroit, ce n'est pas prudent, se répète Calmin. Il passe l'après-midi à regarder sa montre et à attendre qu'il fasse nuit. Vers 18h30, il se lève de son lit et enfile sa veste. À cette heure-là, les braves gens ne traînent pas dans les rues. Au moment où il prend son vélo garé dans la cour, il sent une main se poser sur son bras. Il tente de saisir son Browning enfoui dans sa pochette, mais une manchette coupe son geste. 2 types habillés comme des ouvriers le saisissent et le ligotent à l'aide d'une corde. Calmin se débat jusqu'à ce que le commissaire Join sorte de la pénombre de la loge du concierge. Les policiers fouillent Calmin. Sur lui, ils saisissent 3 autres pistolets automatiques chargés. Ils le font monter dans un taxi et le conduisent à la sûreté. En regardant la voiture s'éloigner, Join se dit qu'il touche au but. Il ne reste que Bonneau, Garnier et Vallée, encore en fuite. Cela a pris du temps, mais les hommes de Join et Guichard obtiennent des résultats. 8 avril 1912, Paris. Les policiers ont découvert que René Vallée occupait un logement au 96 rue Ordener, à une centaine de mètres de l'agence de la Société Générale. C'est lui qui a indiqué le coup à Bonneau. Quand Join et ses inspecteurs perquisitionnent l'appartement, Vallée a déjà pris la fuite. Les policiers récupèrent quand même 2 pistolets et 3 carabines Winchester provenant d'un cambriolage commis le 9 janvier. Ce sont ces armes qui ont servi lors du braquage de Chantilly. Ils récupèrent également des courriers qui leur fournissent l'identité d'un 6e braqueur impliqué dans l'attaque de Chantilly. Il s'agit d'Étienne Monnier, 23 ans, alias Simentov. Ancien jardinier et insoumis, Monnier s'est soustrait au service militaire et a vécu quelque temps à Bruxelles avec Garnier, Carouy et Calmin. « 22 avril 1912, Paris. Simentov fouille la poche de son pantalon et en retire quelques pièces qu'il compte dans le creux de sa main. Il a de quoi se payer une nuit au chaud et un repas. Il connaît un hôtel-restaurant discret boulevard de Ménilmontant. Simentov paie sa piole d'avance, puis il demande qu'on lui serve un plat du jour et un pichet de rouge. Il a les nerfs en plot. À 21h, il monte se coucher, en se demandant où il va crécher le lendemain. C'est le bruit de la clé dans la serrure de sa chambre qui le réveille à 6h30 du matin. Il n'a pas le temps de sortir de son lit que 3 flics lui sautent dessus avant que Join entre dans la pièce. « 24 avril 1912, Ivry. Les papiers retrouvés sur Simentov conduisent Join chez un soldeur du nom de Gauzy, qui tient un commerce près de la porte d'Ivry. Le quartier du Petit Ivry est un quadrillage de maisons lépreuses, de bâtiments délabrés et de trottoirs crasseux. Les gens qui vivent là sont des chiffonniers, des miséreux et des employés à la journée. La mercerie de Gauzy est un de ces décrochez-moi ça, dans lequel on trouve de tout, des fringues pour hommes, de la lingerie, des coupons de tissu et toutes sortes de babioles. Comme dans tous les commerces, Gauzy occupe l'appartement au premier étage, au-dessus du magasin. C'est Simentov qui a dit à Bonneau de se planquer là. Quand les flics entrent dans la mercerie, Bonneau entend leurs gros souliers qui font craquer le plancher du rez-de-chaussée. L'oreille collée contre la trappe qui ferme l'escalier intérieur, il écoute la conversation.
Gauzy raconte aux flics qu'il est seul dans le logement. Sa femme est partie à Nîmes il y a 2 jours. Mais il y a un truc qui tremble dans sa voix. Bono le perçoit. Il est certain que les flics s'en sont aperçus. Eh bien, s'il n'y a personne, on ne risque pas de déranger, dit Join, d'une voix qui cache mal son agacement. Cela ne nous fait rien qu'on jette un coup d'œil, n'est-ce pas ? Bono se recule dans la chambre du fond, dont les volets sont fermés. La pénombre est complète, bien qu'on soit en fin de matinée. Dans l'encadrement de la porte, Bono devine le commissaire Join, qui s'approche, une main sur son front à la manière d'une visière pour adapter sa vue. Bien qu'il ne distingue pas le fond de la chambre, Join sait que Jules Bono se tient caché dans l'obscurité. Son instinct le lui dit. Il sent d'abord un mouvement, puis perçoit une ombre qui se déplace. Join se précipite, suivi de l'inspecteur Colmar, un type solide et costaud. Les 2 policiers se jettent sur Bono qui se débat. Les 3 hommes tombent à terre, ils grognent, ils soufflent. Jules Bono reste allongé sur le sol à côté du corps sans vie du commissaire Join. Du coin de l'œil, il aperçoit l'inspecteur Colmar qui se relève et se traîne vers la porte pour aller chercher du secours. Le flic est blessé. Le bandit écoute les pas de l'inspecteur qui descend l'escalier. Il se relève, traverse la chambre, passe la cuisine et gagne le palier. En face de lui, se tient une voisine qui le regarde d'un air épouvanté. Bono tient son bras en écharpe. Il a reçu une balle. Il est blessé. Sans un mot, il écarte la voisine, entre dans son appartement et enjambe la fenêtre. De la cuisine, il saute sur le toit d'une remise et se laisse tomber à terre 2 mètres plus bas. Il est dans un jardin ouvrier. Une allée conduit à un portail qui ouvre sur un chemin de terre filant le long des murs du fort d'Ivry. Bono disparaît dans la foule. La mort du commissaire Join fait l'effet d'un électrochoc au sein de la Sûreté Générale. Bono devient l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre. Car désormais, les policiers savent qu'il ne se laissera pas prendre vivant. En interrogeant le commerçant Gauzy, le commissaire Guichard apprend que la fille d'un certain Fromentin se rend régulièrement à la mercerie où elle rencontre des militants anarchistes. Fromentin est un drôle d'oiseau. Millionnaire converti aux idées révolutionnaires, il possède un garage à Choisy-le-Roi, ainsi que plusieurs terrains sur lesquels il a fait construire des lotissements qui ont fait sa fortune. Se fiant à son instinct, Guichard décide d'envoyer des agents patrouiller dans cette localité de banlieue. Bono tire la dernière cigarette de son paquet et l'allume. Son bras gauche le fait souffrir. La balle a traversé le biceps. Le pharmacien qui l'a braqué la veille a accepté de lui faire un pansement. Mais il n'a rien pour combattre la douleur. Pas même une aspirine. Heureusement, il a trouvé à se planquer dans le garage que Fromentin a confié en gérance à un type du nom de Jean Dubois. Le premier étage a été transformé en habitation. Et au moins, Bono a un lit pour dormir. 28 avril 1912. L'intuition du commissaire Guichard est bonne. Les patrouilles envoyées à Choisy recueillent les témoignages d'habitants, inquiets des allées et venues suspectes dans le garage du bois. Vers 7h15 du matin, le commissaire reçoit un appel téléphonique du chef d'une brigade mobile qui est allé fureter autour du garage du bois. Sans se faire repérer, le chef de brigade a aperçu entre les planches disjointes un homme en train de réparer une moto. Et cet homme, il en est certain, est Jules Bono. « 8h. Quand il débarque avec ses 15 inspecteurs, Guichard fait autant de bruit que s'il conduisait un troupeau d'éléphants. Bono les écoute à travers le plancher.
Et Pandore ordonne à Dubois de se rendre. Mais le garagiste sort son flingue et les aligne d'entrée. Les flics ripostent. Et maintenant, Dubois est en bas dans le garage, aussi mort qu'on peut l'être. Jules Bonneau, lui, est terré dans la chambre à l'étage. Heureusement, la veille, il est allé se chercher des cigarettes. Il a de quoi fumer en attendant qu'il lui fasse sa fête. Guichard et ses inspecteurs se sont repliés à couvert. Le commissaire a appelé Lépine pour l'informer de la situation. Cette fois, le préfet a fait des choses en grand. Pas question de se laisser surprendre. Lépine est accompagné d'une compagnie de la garde républicaine, de la première compagnie de réserve des gardiens de la paix, de tous les agents disponibles du 13e arrondissement, de commissaires et d'inspecteurs de banlieue, ainsi que de soldats de l'infanterie coloniale. Les hommes se disposent autour du garage, derrière les arbres, dans les fossés ou à plat ventre au milieu des champs. Le garage est cerné. Des habitants sont venus en renfort avec leurs fusils de chasse. Certains tirent sur le garage pour se défouler. 10 heures. Assis au fond de la chambre, Bonneau les entend qui se donnent des ordres à l'extérieur. Il sent la présence de la foule. Il y a du monde qui est venu assister au feu d'artifice. Et ça fait un joli bordel, pense-t-il. Tout à l'heure, ils ont opéré des tirs de barrage contre la façade. Les balles ont défoncé la fenêtre. Les impacts rebondissaient sur le mur, arrachant des morceaux de plâtre et des écailles de la tapisserie. 11h15. Un officier de la garde républicaine, le lieutenant Fontan, vient trouver Lépine et Guichard. « Il faut sortir de cette impasse », affirme-t-il. « Nous pouvons pousser une charrette de foin contre le mur du garage après avoir placé des explosifs. Il suffit de tout faire sauter. Bonneau sera obligé de sortir. Je suis volontaire pour cette mission. » Lépine et Guichard hésitent, mais le lieutenant insiste. Bonneau les entend qui approchent une charrette sur le côté du garage. Il ne tire pas. Il garde ses balles pour plus tard. Il sait qu'ils veulent le déloger à l'explosif. Il empoigne le matelas, s'en servant comme d'un bouclier, et se glisse sous le lit. Il attend. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Dehors, il perçoit des cris de déception. Le vent a éteint la mèche. Les imbéciles, se dit-il. Malgré la déception, le lieutenant fait une seconde tentative qui est un nouvel échec. La charge explosive est insuffisante. Très vexé, Fontan précède à une 3e tentative. Son honneur est en jeu. Il ne veut pas passer pour un incompétent. Midi sonne au clocher de l'église. La charrette est placée une 3e fois près du garage. Ce coup-ci, le lieutenant a placé 2 kilos de dynamite. De quoi soulever 60 tonnes de rochers. Bonneau se plaque au sol, couché sous le matelas. Il sent le souffle de l'explosion qui emporte le mur du garage, ouvre une brèche dans le mur et provoque l'effondrement de la moitié du garage dont le toit est en feu. Un immense nuage de fumée recouvre pendant plusieurs minutes les champs et l'entrée du village. La foule crie « À mort ! À mort !» Des badauds forcent le barrage de police pour être les premiers à voir le résultat du carnage. Les flics entrent dans la chambre en tirant dans tous les sens. Bonneau sent les 9 balles qui percent sa peau. Des mains l'arrachent du matelas sous lequel il se cache. D'un geste aveugle, il tire dans la direction des flics. Son corps flotte dans l'air. On l'emporte comme un trophée. Les policiers glissent Bonneau mourant dans une voiture et le conduisent à l'Hôtel-Dieu, où il meurt de ses blessures à 13h. La foule investit le garage et s'acharne sur le corps sans vie de Jean Dubois. Le cadavre est piétiné par des habitants en colère.
14 mai 1912, Nogent-sur-Marne. Octave Garnier et René Vallet, derniers membres de la bande, sont tués comme Jules Bonneau, au terme d'un siège d'un pavillon de banlieue où ils se cachaient avec leur maîtresse. Les bandits ont été fauchés par des tirs de mitrailleuse après une nuit de siège. Édouard Carouy s'empoisonne à l'aide de cyanure et meurt le 27 février 1913, après sa condamnation à la réclusion à perpétuité. André Soudy, Raymond Calmin et Étienne Monnier sont guillotinés dans la cour de la prison de la Santé, le 21 avril 1913.